L'origine de cette exposition, c'est un souci de présenter au public un ingrédient clé de la vie quotidienne au Moyen-Âge, c'est le vin. Au Moyen-Âge, on ne boit pas d'eau, c'est dangereux, ça fait mal. On peut tomber malade et même peut-être mourir. Donc, si on a les moyens, on boit du vin, et uniquement du vin, beaucoup de vin. Si on n'a pas les moyens, on se retourne sur le cidre, la bière, le poiré. Mais toute personne, et notamment en ville, qui gagne sa vie à peu près correctement, ne boit donc que du vin. Et c'est valable pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants, même en dessous de l'âge de 7 ans, simplement pour eux, on coupe le vin d'eau. Ça représente une production énorme parce qu'à la fin du Moyen-Âge, en France, il peut y avoir jusqu'à 20 millions de personnes avant la Grande Peste. Et la dose pour un adulte est environ de 3 litres par jour. Pour une mère de famille, pour un homme qui travaille, on propose aux gens d'église de boire un peu moins. On estime qu'ils ont besoin de faire moins d'efforts qu'une mère de famille, mais c'est quand même dans ces dosages-là. Ça représente une énorme production, il y a des vignes partout. Tout le monde n'a pas une cave. Dès Potron-Minet, ils descendent et ils vont à la taverne pour boire, pour prendre leur petit déjeuner. Et dans le petit déjeuner, il y a du vin. Et donc, ils mangent une soupe, du pain trempé dans un bouillon de légumes et de viande, accompagné de vin, et tout ça dès le matin. Ça ouvre à l'aube, quasiment. Les tavernes ouvrent, c'est la première chose qui ouvre, et c'est la dernière qui ferme dans la ville médiévale. Et donc, effectivement, c'est une obligation. L'eau est polluée partout. Alors, le vin est un principe vital. Mais on s'en sert par exemple pour laver les blessures. Aujourd'hui, on pourrait mettre, je sais pas, de la bétadine ou d'autres produits. À la période médiévale, quand on fait une opération chirurgicale, hein, ça on en fait pas mal, ou quand on soigne un blessé à la guerre, ils avaient des sacrées guerres eux aussi, donc les blessures sont baignées dans du vin. Mais même pour une chute de cheval, des muscles froissés, on fait des immersions aussi du membre blessé dans du vin, des pansements imbibés de vin, et le vin entre surtout comme base pour la confection de beaucoup de remèdes, et notamment des vins d'herbe. L'absinthe, donc le vin d'absinthe notamment aussi, qui avait d'ailleurs une amusante fonction, d'abord de combattre la nausée, mais également potentiellement d'arrêter l'addiction au vin, donc à l'alcool, parce que les alcooliques étaient nombreux sans pouvoir faire autrement. On peut se dire qu'au bout de 3 litres de vin par jour, donc c'est des vins qui titraient très peu quand même, qui titraient 7-8 degrés. Mais si vous buvez 3 litres aujourd'hui d'une bière un peu forte, je pense qu'à la fin de la journée, vous ne serez pas dans votre meilleur état. Et pourtant, c'était bien cela. Donc on a une consommation de 3 litres à peu près par jour et par personne, adulte. Et comment faut-il l'envisager? Alors il faut envisager que les gens étaient malades des suites de l'alcool. Alors on a pas mal de traces dans les sources médiévales qui nous racontent à quel point, notamment dans les milieux aisés, qui peuvent se payer non seulement du vin, mais beaucoup de vin, on était goutteux, donc on attrapait la goutte. Alors, les bons plats, mais également l'abondance de vin servi à table sur des repas qui pouvaient durer assez longtemps. Un repas de fête, c'est plusieurs heures, ça se termine tard dans la nuit, ce sont des choses où on ne cesse de manger et de boire. Par ailleurs, il y a l'alcoolisme chronique hein, qui frappe déjà les populations, et d'ailleurs tout à fait remarquable, il existe encore des portraits d'alcooliques chroniques qu'on peut retrouver au XVe siècle, dans la peinture, dans les portraits, hein, quand se développe l'art du portrait, mais également, à partir du début du XVIe siècle, sur les illustrations des pots de pharmacie. Donc on commence à voir ces horribles, ces calamités dues donc à l'ingestion excessive de vin, avec des déformations de la tête, des plaques qui envahissent les joues, le nez qui se déforme, qui se transforme en bulbe ou en balle de ping-pong littéralement. Et donc ça a assez frappé les contemporains pour que ce soit représenté par les artistes. Et donc alcoolisme léger, donc ivresse légère à la fin de la journée, ou alcoolisme chronique, oui, c'est un peu comme ça qu'il faut envisager le paysage médiéval. Il existe une hiérarchie entre les régions pour la production, puisque certains vins passent pour meilleurs que d'autres, au point même qu'un long poème a été consacré à une bataille des vins qui justement compare les différents crus, en parle en terminologique et montre quels sont les meilleurs vins, Beaune bien sûr, mais en réalité effectivement il y a du vin absolument partout et la majorité des gens boivent le vin qui pousse simplement, les vignes qui poussent dans leur région. Il faut être riche pour pouvoir faire venir de loin, parce que le transport coûte cher, bien plus cher que le temps de travail. Il faut être riche pour pouvoir faire venir un vin d'un cru particulier. Alors, quelquefois, on fait venir du vin aussi parce qu'on habite trop loin de lieux où la production est facile. Par exemple, dans le nord de l'Angleterre, en Écosse, ou bien encore en Scandinavie, les gens puissants font venir des vins de France, par exemple. Parce que, non pas de France au sens médiéval du terme, parce qu'au Moyen-Âge, France, ça signifie seulement Île-de-France, dont les vins étaient très réputés.
et je crois qu'il redémarre, mais du vin de tout le territoire actuel de la France, et aussi bien des vins de Bordeaux que des vins de Bourgogne, qui étaient vraiment jugés parmi les meilleurs. Ce qui m'a le plus surpris sans doute, c'est la place accordée au vin dans la cuisine et dans la médecine. Parce que beaucoup de plantes peuvent être simplement bouillies dans de l'eau ou bouillies dans un bouillon d'autres ingrédients. On pourrait imaginer un bouillon de légumes, un bouillon avec des légumes ou bien simplement avec de la viande par exemple. Mais pour la période médiévale, il faut rajouter du vin partout. Et la majorité des bouillons que nous faisons à l'eau aujourd'hui étaient faits au mieux mi-eau, mi-vin et quelquefois mi-vin, mi-vinaigre. Alors c'est un goût, on arrive comme ça à pénétrer un peu une archéologie des goûts et des saveurs finalement. On sait que les gens non seulement aimaient le goût du vin, mais l'aimaient aussi en mangeant, c'est-à-dire que leur plat devait avoir un peu goût de vin, un peu de goût de vin, pas forcément des vins doux, mais également des vins acides. Et ils avaient une très grande appétence pour l'aigre doux et le acide sucré en même temps. Et le vin leur semble vraiment essentiel. Enfin, c'est quelque chose dont on ne peut se passer. Donc on aurait pu faire les mêmes préparations et nous ne le ferions maintenant qu'avec de l'eau, mais à cette période-là, on ne pouvait pas s'en passer conceptuellement. Donc de l'idée d'insérer, de mettre du vin, d'instiller du vin partout.